Les récoltes sont rentrées, les conserves sont faites, et on pourrait croire que le potager peut désormais hiberner jusqu'au printemps. N'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. C'est précisément maintenant, au moment où vous pensez que tout est terminé, que commence le travail le plus crucial, poser les fondations d'une future récolte tout simplement incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier apport nutritif de la saison, et je vous promets que vous découvrirez comment une simple procédure automnale peut presque doubler votre production l'année prochaine. Imaginez que votre sol est un compte bancaire. Tout l'été, vous y avez activement puisé tomates, concombres, pommes de terre. Toutes ces récoltes ont drainé une quantité massive de nutriments de la terre, et à l'automne, ce compte est presque vide. Si rien n'est fait, au printemps, vos plantes n'auront tout simplement plus de quoi se nourrir. L'apport nutritif d'automne, ce n'est pas qu'un simple engrais, c'est votre investissement majeur dans la fertilité du sol pour l'année prochaine. C'est une mise qui rapportera au centuple. Alors, voyons ensemble comment revigorer une terre fatiguée. Mais attention, mes amis, un piège nous guette ici. C'est la principale et la plus courante erreur, commise même par les jardiniers les plus expérimentés. Elle peut paraître logique, mais en réalité, elle risque de vous priver d'une bonne moitié de vos récoltes futures. Quel est notre premier réflexe quand nous voulons fertiliser nos cultures? Exactement, nous utilisons un engrais de croissance. La main se tourne naturellement vers les paquets marqués pour croissance active, comme l'urée ou le nitrate d'ammonium. Après tout, plus de verdure, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Au printemps et en été, absolument. Mais en automne, c'est une catastrophe. Imaginez la scène, vous apportez un engrais azoté. Les plantes, surtout les vivaces, interprètent cela comme un signal. Allez, pousse, le nouveau printemps est là. Elles se mettent alors à développer activement de jeunes pousses, de tendres feuilles. Pour cela, elles puisent dans leur dernière réserve d'énergie, celle qu'elles auraient dû accumuler pour se préparer à l'hiver. Et qu'arrive-t-il ensuite? Dès la première gelée sérieuse, toute cette nouvelle verdure tendre et juteuse périt instantanément. Elle n'a tout simplement pas le temps de s'endurcir, de se lignifier. Au final, la plante non seulement gaspille une énergie précieuse pour rien, mais elle se retrouve également avec des plaies ouvertes aux endroits où les pousses ont gelé, offrant ainsi des portes d'entrée idéales pour les maladies. C'est comme envoyer un enfant affronter le froid glacial en t-shirt d'été. Ne commettez pas cette erreur. Bien, pour l'azote, c'est clair. Mais attention, un autre ennemi, particulièrement sournois, se cache sous les traits du meilleur ami du jardinier. Et son nom? Le fumier frais. Oui, oui, vous avez bien entendu, le fumier frais. Pourtant, à première vue, quoi de plus naturel et bénéfique? Nos grands-parents l'ont toujours utilisé. Mais c'est là que réside tout le problème, une ruse insoupçonnée. Le fumier frais, surtout en automne, n'est pas un engrais, mais une véritable bombe à retardement pour votre sol. Premièrement, il regorge de cet azote ammoniacal agressif dont nous venons de parler. Cela va provoquer une croissance inutile et fragiliser considérablement vos plantes juste avant l'hiver. Deuxièmement, en se décomposant, le fumier frais libère une grande quantité de chaleur. Cette chaleur peut littéralement brûler les racines des plantes destinées à passer l'hiver au potager et anéantir toute la microflore bénéfique de votre sol. Et troisièmement, il agit comme un véritable cheval de Troie. Avec le fumier frais, vous semez généreusement sur votre terrain une multitude de graines de mauvaises herbes qui, au printemps, lèveront en un épais tapis, sans compter que vous introduisez des larves de nuisibles comme celles du hanneton et des agents pathogènes responsables de maladies fongiques. Par conséquent, retenez-le une bonne fois pour toutes, le fumier frais n'a sa place que dans un composteur éloigné, où il devra mûrir pendant au moins 1 an. Sur les planches de culture, nous utiliserons autre chose, bien plus adapté. D'accord, nous avons clairement établi ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais alors, quelle est la bonne approche? Et c'est là qu'entrent en scène nos héros essentiels de l'automne. Retenez bien ces 2 noms, le phosphore et le potassium. C'est précisément le duo dont nos sols et nos plantes ont besoin avant la longue dormance hivernale. Découvrons pourquoi ils sont si cruciaux. Le phosphore, c'est le maître d'œuvre, l'architecte principal du système racinaire. Il ne pousse pas la masse verte vers le haut.
Son travail est discret, caché sous terre. Il veille à ce que les racines deviennent puissantes, ramifiées et saines. Plus le système racinaire des plantes vivaces est robuste en automne, plus elles traverseront l'hiver facilement et reprendront leur croissance rapidement au printemps. Quant au potassium, on pourrait le comparer au coach personnel de survie des plantes. Il les aide à accumuler des sucres et d'autres substances dans leurs cellules. Ces substances agissent comme un antigel naturel, empêchant la sève cellulaire de geler et de déchirer les tissus de la plante de l'intérieur lors des grands froids. C'est le potassium qui rend vos arbustes, arbres et plantes vivaces, robustes et résistants au gel. Retenez donc cette formule simple. En automne, nous ne favorisons pas la croissance en hauteur. Nous bâtissons des racines solides et nous endurcissons nos plantes. Et pour cela, le phosphore et le potassium seront nos meilleurs alliés. Alors, par où commencer pour régénérer la terre de votre jardin? Par l'apport de matière organique, bien sûr. Et là, un véritable roi se distingue, un champion incontesté que toutes les terres adorent, le compost. Les jardiniers ne s'y trompent pas en le surnommant le or noir. Un compost mûr, bien décomposé, friable, qui sent bon la terre de sous-bois, est sans conteste le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre jardin. Mais pourquoi est-il si précieux? Parce que ce n'est pas un simple cocktail d'azote, de phosphore et de potassium. C'est un véritable festin pour votre sol, un buffet complet, offrant tous les oligo-éléments essentiels sous une forme équilibrée et parfaitement assimilable. Le compost améliore la structure du sol. Il allège les terres lourdes et argileuses, les rendant plus friables et aérées, ce qui permet aux racines de mieux respirer. Inversement, il confère au sol, léger et sableux, une meilleure capacité de rétention d'eau, empêchant l'eau et les nutriments de s'infiltrer trop profondément. De plus, le compost est un véritable foyer pour des millions de bactéries et de micro-organismes bénéfiques. Ce sont ces précieux ouvriers invisibles qui donnent vie à votre sol et le maintiennent en pleine santé. La méthode d'application est simple. Prévoyez entre un demi et un seau de compost par mètre carré de planches de culture. Étalez-le uniformément et incorporez-le légèrement par un simple griffage ou un coup de binette. Ce n'est pas qu'un simple apport nutritif, c'est un véritable traitement, une cure de vitalité pour une terre épuisée. Mais que faire si vous ne disposez pas encore d'un bon compost bien mûr ou si vos réserves sont trop faibles? Heureusement, un autre champion éprouvé de la fertilité vient à la rescousse. Il s'agit du fumier bien décomposé ou, pour être précis, de ce qu'on appelle le terreau de fumier. J'insiste, et je le répète 3 fois, le mot « décomposé », c'est là le point crucial. Contrairement au fumier frais, qui risque de brûler les racines et de propager des maladies, le terreau de fumier est, lui, un produit radicalement différent. Il a traversé toutes les phases de fermentation, a perdu son excès d'ammoniac, les graines de mauvaises herbes y sont mortes, et ses nutriments se sont transformés en une forme facilement assimilable par les plantes. Un bon terreau de fumier est sombre, friable, presque homogène et sent bon la terre, bien loin de son odeur initiale. Le terreau de fumier, tout comme le compost, structure superbement le sol et l'enrichit en humus. Il agit lentement, libérant ses éléments nutritifs progressivement sur plusieurs années. C'est un investissement à long terme pour la vitalité de votre potager. Il s'incorpore de la même manière que le compost, comptez environ un seau pour 1 à 2 mètres carrés avec un enfouissement indispensable dans le sol. Si vous avez accès à du terreau de fumier de qualité, considérez que vous avez tiré le gros lot à la loterie du jardinage. Il existe un engrais organique que beaucoup de jardiniers amateurs sous-estiment, et c'est une grave erreur. Je parle de la simple cendre de bois, celle qui provient de votre poêle à bois, de votre cheminée ou de votre barbecue. Assurez-vous juste d'avoir brûlé du bois non traité et non du contreplaqué, du stratifié ou des planches peintes qui sont chargées de produits chimiques nocifs. La cendre est un véritable concentré naturel de potassium et de phosphore. Le potassium qu'elle contient se présente d'ailleurs sous forme de potasse, une substance très facilement assimilable par les plantes. En outre, elle regorge de calcium, de magnésium, de bore, de fer, bref, presque toute la table de Mendeleïev en microdose,
un véritable complexe multivitaminé pour votre sol. Mais la cendre possède encore une autre propriété fantastique. C'est un excellent désacidifiant. La plupart des cultures potagères n'apprécient guère les sols acides. Et avec le temps, la terre a tendance à s'acidifier à cause des pluies et de certains engrais. L'apport de cendre va alors adoucir et normaliser efficacement l'acidité, créant des conditions optimales pour la croissance des plantes et le développement des micro-organismes bénéfiques. En moyenne, comptez 1 à 2 verres de cendre par mètre carré de votre potager à épandre uniformément avant de travailler la terre. C'est une méthode simple, économique et d'une redoutable efficacité pour enrichir votre sol. Passons maintenant aux engrais minéraux. Tout le monde ne les apprécie pas, c'est vrai, mais ils sont parfois indispensables, surtout lorsque le sol est très appauvri. Leur action est plus rapide que celle des engrais organiques, et ils offrent l'avantage de pouvoir doser précisément les éléments nutritifs nécessaires. Et notre palmarès des indispensables de l'automne commence avec le superphosphate. C'est, pourrait-on dire, une véritable mine de phosphore concentré pour votre potager. Le superphosphate existe en version simple ou double. La version double, comme son nom l'indique, contient 2 fois plus de substances actives. Le phosphore contenu dans cet engrais se libère lentement, et ce, sur plusieurs mois. C'est précisément la raison pour laquelle on l'incorpore dès l'automne. Durant l'hiver et le printemps, il aura tout le temps de se dissoudre et de se transformer en une forme assimilable par les plantes. Ainsi, au moment de la croissance racinaire active, il sera parfaitement disponible. Je vous rappelle que le phosphore est essentiel pour le développement d'un système racinaire robuste, pour la formation des bourgeons floraux des arbres fruitiers et des arbustes, et enfin pour l'accumulation des sucres dans les légumes racines, ce qui améliore leur saveur et prolonge leur conservation. On l'applique rigoureusement selon les instructions. Généralement, on compte 30 à 40 grammes de superphosphate simple ou 15 à 20 grammes de superphosphate double par mètre carré. Il est impératif de l'incorporer en le labourant ou en le bêchant, car le phosphore est peu mobile dans le sol. En deuxième position, dans notre programme de fertilisation minérale, nous avons le fidèle allié du phosphore, le potassium. Nous disposons ici de 2 excellentes options, le sulfate de potassium et le patène-kali. Ces 2 engrais sont idéaux pour une application automnale. Pourquoi eux ? Tout simplement parce qu'ils ne contiennent pas de chlore. Certains engrais potassiques, comme le chlorure de potassium, sont en effet riches en chlore, une substance très mal tolérée par de nombreuses plantes, notamment les petits fruits et les pommes de terre. En revanche, durant la période automne-hiver, même si du chlore était présent, par exemple suite à d'autres apports, il aura le temps de se lessiver vers les couches plus profondes du sol sans causer de dommages. Le potassium, comme nous l'avons déjà mentionné, est un élément essentiel pour la rusticité hivernale. Il aide les plantes à se préparer au gelé. Quant au patène-kali, en plus du potassium, il contient également du magnésium. Cet élément est crucial pour la photosynthèse et est souvent déficient dans les sols sableux. Le magnésium est responsable de la vivacité et de la santé du feuillage. Ainsi, en apportant du patène-kali, vous faites d'une pierre 2 coups. Les doses recommandées sont généralement de 20 à 30 grammes par mètre carré. Il suffit de l'épandre et de l'incorporer légèrement au sol, et nos plantes recevront ainsi leur manteau d'hiver protecteur. Pour les adeptes du jardinage 100% biologique, il existe une excellente alternative durable au phosphore minéral, la farine d'os. Concrètement, il s'agit d'os d'animaux finement broyés. Le nom n'est peut-être pas très glamour, mais pour les plantes, c'est un véritable festin, riche en phosphore et en calcium. Le principal atout de la farine d'os réside dans son action progressive. Elle se décompose très lentement dans le sol sur plusieurs années, libérant ainsi progressivement ses éléments nutritifs. C'est un engrais à libération lente par excellence. Autrement dit, une seule application à l'automne suffit à garantir un apport en phosphore pour les 2 ou 3 prochaines saisons. Outre le phosphore, la farine d'os est également très riche en calcium, qui agit aussi comme un excellent désacidifiant pour le sol. Elle améliore la structure du sol, le rendant plus aéré et meuble. Les plantes qui apprécient particulièrement la farine d'os
sont les fleurs à bulbes, tulipes, narcisses, lys, mais aussi les légumes racines et les solanacées. Le dosage recommandé est d'environ 2 à 3 cuillères à soupe par trou de plantation ou 100 à 200 grammes par mètre carré à incorporer lors du travail du sol. C'est une méthode sûre et très efficace pour enrichir durablement votre sol en phosphore. Pour poursuivre notre discussion sur la désacidification du sol, il est impératif de mentionner un autre allié de taille, la farine de dolomie. Beaucoup la confondent avec la chaux classique, mais la dolomie est bien plus performante et bénéfique. Contrairement à la chaux, qui ne contient que du calcium, la farine de dolomie est également riche en magnésium. Mais pourquoi cette dualité est-elle si importante? Le calcium et le magnésium sont deux éléments qui travaillent toujours en synergie. Le magnésium, rappelons-le, est essentiel à la photosynthèse, tandis que le calcium fortifie les parois cellulaires des plantes, les rendant plus résistantes aux maladies et aux nuisibles. Une carence en ces éléments provoque souvent des problèmes comme la nécrose apicale ou cul noir chez les tomates et les poivrons. L'incorporation de la dolomie en automne est la méthode la plus judicieuse et la plus sûre pour désacidifier votre sol. Durant l'hiver, elle aura tout le temps de réagir avec les acides du sol et d'établir un équilibre pH parfait pour le printemps. Il est conseillé de l'appliquer tous les 3 à 4 ans selon l'acidité de votre sol. Les dosages varient généralement de 300 à 500 grammes par mètre carré. Répartissez-la uniformément à la surface et incorporez-la par un léger bêchage ou griffage. Cette action simple mais efficace contribuera grandement à la santé de votre terre. Et si on parlait maintenant de la méthode la plus paresseuse, mais aussi l'une des plus efficaces pour fertiliser et régénérer votre sol, je parle bien sûr des engrais verts. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Les engrais verts sont des plantes que l'on ne cultive pas pour leur récolte, mais uniquement pour les bénéfices qu'elles apportent à la terre elle-même. Comment ça marche? À l'automne, juste après la récolte, on ensemence les parcelles libérées avec des plantes comme la moutarde, la facélie, le seigle ou l'avoine. Ces cultures poussent très rapidement et ont le temps de développer une masse végétale conséquente avant les premières gelées. Leurs racines aèrent le sol en profondeur, améliorant sa structure mieux que n'importe quelle bêche. Elles puisent également les nutriments des couches profondes de la terre et les remontent à la surface. Lorsque la végétation est suffisamment développée, on la fauche. On peut alors soit l'incorporer directement au sol, soit la laisser en surface comme paillis. Pendant l'hiver, cette matière végétale se décompose et se transforme en un excellent humus, nourrissant ainsi les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques. De plus, certains engrais verts, comme la moutarde, libèrent des substances qui assainissent le sol et repoussent les parasites, tels que le taupin. C'est un véritable spa pour votre terre fatiguée. Maintenant, abordons les cultures une par une, car chacune a ses propres exigences. Commençons par les parcelles où poussaient les fraisiers. Le fraisier est une plante très gourmande, particulièrement en potassium. Au cours de la saison, il en prélève d'énormes quantités dans le sol. Si ce manque n'est pas compensé, l'année suivante, la récolte sera moins abondante, les fruits moins sucrés et les plants hiverneront plus difficilement. Il est donc essentiel, après la récolte et la taille des stolons, de restituer le potassium au sol. La cendre de bois est ici la solution idéale. Elle apporte non seulement du potassium sous une forme facilement assimilable, mais elle désacidifie aussi légèrement le sol, ce que les fraisiers apprécient particulièrement. Épandez environ un verre de cendre par mètre carré sur vos parcelles de fraisiers. Il est également très bénéfique d'incorporer au pied des plants du compost bien décomposé ou du fumier mature. Cela leur apportera une alimentation équilibrée et améliorera la structure du sol autour des racines. En revanche, soyez extrêmement prudent avec le fumier frais et les engrais azotés. Un excès en automne pourrait provoquer une flambée de botrytis, pourriture grise, et affaiblir vos plants avant l'hiver. Ainsi, pour les fraisiers, notre devise pour l'automne est claire: privilégiez le potassium et la matière organique et limitez l'azote. Quant aux parterres qui ont accueilli tout l'été vos tomates, poivrons, aubergines et pommes de terre préférées, ils demandent une approche tout à fait différente. Toutes ces plantes appartiennent à la famille des solanacées,
et elles partagent un problème commun ainsi qu'un besoin spécifique. Le problème, c'est le mildiou et le besoin, c'est le calcium. Les solanacées prélèvent une quantité considérable de calcium du sol. Une carence en calcium mène directement à une maladie redoutable, la pourriture apicale, où les extrémités des fruits noircissent et pourrissent. Pour éviter que cela ne se produise la saison prochaine, il est impératif de reconstituer les réserves de calcium dès l'automne. Que faire alors? Lors du bêchage, incorporer de la dolomie, de la farine d'os ou de la cendre de bois. Tous ces amendements sont en effet riches en calcium. De plus, les solanacées apprécient particulièrement le phosphore. L'ajout de superphosphate à ces parterres sera donc très bénéfique. Il aidera les futures plantes à développer un système racinaire puissant et à former davantage de grappes florales. En revanche, l'incorporation de fumier frais à l'automne pour les solanacées est fortement déconseillée, car il peut être une source de maladies fongiques dont cette famille est déjà bien sujette. D'accord, nous avons choisi les bons engrais, mais comment les appliquer pour qu'ils soient le plus efficaces possible? La pire erreur que vous puissiez commettre est de simplement épandre les granulés à la surface du sol et les y laisser. C'est particulièrement vrai pour les engrais phosphatés. En effet, le phosphore, comme nous l'avons déjà mentionné, est très peu mobile dans le sol. Il ne se déplace quasiment pas avec l'eau. Si vous le laissez en surface, il y restera et n'atteindra tout simplement pas les racines des plantes. Le potassium et l'azote sont plus mobiles, mais il est préférable de les incorporer au sol également, afin d'éviter les pertes. Ainsi, la règle d'or pour l'application automnale est la suivante: épandez, puis incorporez. Une fois l'engrais uniformément réparti sur votre parcelle, il est impératif de la bêcher sur la profondeur d'une bêche, ou au minimum de bien l'ameublir à l'aide d'un cultivateur sur 10 à 15 cm de profondeur. De cette façon, vous placez les nutriments exactement là où ils seront le plus utiles, dans la zone de développement du futur système racinaire. Cette action simple multiplie l'efficacité de votre apport d'engrais par plusieurs fois. Un autre point crucial, c'est le dosage. Au jardin, le principe du toujours plus ne s'applique pas. Au contraire, un excès d'engrais peut être bien plus néfaste qu'un manque. C'est ce qu'on appelle un surdosage. Vous risquez de littéralement brûler le sol, de détruire la microflore bénéfique et de créer un environnement toxique où les plantes ne pourront pas se développer correctement. L'excès d'un élément peut bloquer l'assimilation d'un autre. Par exemple, en abusant du potassium, vous risquez de provoquer une carence en calcium et en magnésium. C'est pourquoi il faut toujours, absolument toujours, lire attentivement les instructions sur l'emballage de l'engrais. Le fabricant ne précise pas les doses recommandées en grammes par mètre carré pour rien. Si vous n'avez pas de balance, servez-vous de ce que vous avez sous la main. Généralement, une boîte d'allumettes contient environ 20 à 25 grammes d'engrais granulés et une cuillère à soupe 15 à 20 grammes. Mieux vaut en mettre un peu moins que trop. La terre, tout comme l'être humain, préfère une alimentation équilibrée plutôt que des doses massives de produits chimiques. Soyez précis et votre potager vous remerciera. Bien sûr, on a beaucoup parlé de nos légumes, mais le jardin, ce n'est pas que le potager. Nos arbres fruitiers et arbustes à petits fruits, pommiers, poiriers, cassissiers, framboisiers, ont eux aussi travaillé sans relâche tout l'été pour nous offrir de belles récoltes. Ils ont donc besoin, eux aussi, de reconstituer leurs forces avant le long hiver. La fertilisation automnale pour ces plantes vivaces est peut-être même plus cruciale que pour nos légumes annuels. C'est en effet maintenant que les bourgeons floraux pour la récolte de l'année prochaine se forment. De la qualité de leur préparation hivernale dépendront leur santé et leur productivité pour de nombreuses années à venir. Le principe reste le même, aucun apport d'azote. On privilégie le phosphore et le potassium. Les engrais s'appliquent au niveau du cercle de goutte à goutte, c'est-à-dire à l'aplomb de la couronne et non pas juste au pied du tronc. C'est en effet là, en périphérie, que se trouve la majorité des radicelles absorbantes. Vous pouvez soit épandre l'engrais uniformément et le griffer légèrement en surface, soit créer plusieurs petits trous ou sillons de 15 à 20 cm de profondeur, y verser l'engrais et le recouvrir de terre. Cette méthode assure une livraison ciblée des nutriments directement aux racines. Et bien sûr, n'oublions pas les reines du jardin.
Nos roses, ainsi que d'autres arbustes d'ornement comme les hortensias, les lilas ou les spirées. Elles nous ont enchantés tout l'été avec leur floraison luxuriante, et notre mission est de les aider à passer l'hiver en toute sécurité et à reprendre des forces pour la saison prochaine. Pour les roses et autres arbustes à fleurs, l'apport de potassium en automne est un véritable élixir de vie. C'est lui qui aide leurs pousses à mieux mûrir, à souter et à se préparer aux rigueurs de l'hiver. Les jeunes pousses, encore vertes et mal lignifiées, sont souvent victimes du gel, ce qui nous oblige à tailler sévèrement au printemps, retardant ainsi la floraison. C'est pourquoi, en automne, après la dernière taille, veillez impérativement à apporter un engrais potassique à vos protégés. Le sulfate de potassium ou la patente kali sont des choix idéaux. La cendre de bois constitue également une excellente alternative naturelle. Cette attention augmentera non seulement leur résistance au froid, mais favorisera aussi la formation de davantage de boutons floraux, et cela signifie que l'année prochaine, leur floraison sera encore plus abondante et spectaculaire. Un peu de soin automnal et vos roses vous remercieront par une générosité royale. Maintenant, répondons à une question fréquemment posée. Est-il possible de mélanger les engrais organiques et minéraux? La réponse n'est pas seulement oui, c'est même indispensable. C'est l'une des meilleures stratégies pour améliorer en profondeur la qualité de votre sol. Cette approche, que l'on nomme organo-minérale, permet de tirer le meilleur parti de ces deux types d'apports. Imaginez un instant, la matière organique, c'est-à-dire le compost ou le fumier, est la base, la fondation de votre jardin. C'est un investissement à long terme qui améliore la structure du sol, augmente sa capacité de rétention d'eau et sa fertilité, tout en nourrissant les précieux micro-organismes. La matière organique, c'est le pain de notre terre. Quant aux engrais minéraux, voyez-les comme des vitamines ou des compléments alimentaires. Ils nous permettent de corriger rapidement et de manière très ciblée les carences en éléments spécifiques. Par exemple, si vous constatez que votre sol manque de phosphore, vous ajouterez du superphosphate. Ou si vous remarquez des signes de carence en potassium, vous apporterez du sulfate de potasse. L'application conjointe de matières organiques et d'engrais minéraux produit un effet synergique absolument remarquable. Les micro-organismes bénéfiques issus du compost aident les plantes à mieux assimiler les éléments minéraux, tandis que les engrais minéraux, à leur tour, accélèrent la décomposition de la matière organique. Alors, n'hésitez pas à les associer. Un seau de compost, une poignée de superphosphate et de cendres par mètre carré, c'est un excellent cocktail automnal pour toutes vos plates-bandes ou votre potager. Une fois tous les engrais apportés et bien incorporés au sol, il nous reste une dernière étape, non des moindres, le paillage. Beaucoup pensent que le paillis n'est utile qu'en été, pour conserver l'humidité et limiter la pousse des mauvaises herbes. Pourtant, le paillage d'automne est tout aussi, si ce n'est plus, crucial. Mais qu'est-ce donc que le paillage d'automne? Imaginez-le comme une couverture protectrice pour votre terre. Une fois vos parterres nourris et travaillés, il s'agit de les recouvrir d'une couche généreuse de matière organique. Il peut s'agir d'herbes tondues, de feuilles mortes d'arbres sains, de paille, de tourbe ou de votre compost bien mûr. L'épaisseur idéale pour cette couche de paillis se situe entre 5 et 10 cm. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, le paillis protège le sol du gel et des brusques changements de température. Sous ce duvet, la terre conserve sa chaleur plus longtemps, permettant aux micro-organismes bénéfiques et aux vers de terre de poursuivre leur travail essentiel de transformation des nutriments que vous avez apportés. Ensuite, il agit comme une barrière contre l'érosion et l'action desséchante du vent. Enfin, et ce n'est pas le moindre avantage, au printemps, cette couche de paillis se sera partiellement décomposée, enrichissant la terre d'un apport nutritif supplémentaire. C'est une manière simple, élégante et efficace de finaliser la préparation automnale de votre jardin, lui assurant un hivernage tout en douceur et en confort. Mais venons-en au fait le plus important. Savez-vous quelle est la plus grande erreur dans l'entretien automnal du potager? Ce n'est pas d'utiliser un mauvais engrais. La plus grande erreur, c'est de ne rien faire du tout. Beaucoup pensent que la saison est terminée et que la terre dort. Mais c'est une erreur. C'est justement en automne et en hiver,
sous la couverture neigeuse, que se déroulent dans le sol des processus lents, mais d'une importance capitale. Le phosphore et le potassium que vous apportez ne sont pas lessivés, mais se transforment lentement en une forme assimilable par les plantes. Les bactéries utiles transforment la matière organique, créant un humus fertile. En substance, vous donnez à la terre de la nourriture et 6 mois pour la digérer tranquillement et préparer un véritable festin pour vos plantes au printemps. C'est précisément cette étape automnale, réalisée sans précipitation, qui distingue une bonne récolte d'une récolte exceptionnelle. Vous ne faites pas qu'alimenter la terre, vous programmez votre succès futur. En résumé, retenez 3 règles simples. En automne, nous disons non au fumier frais et à l'azote, et nous disons un oui retentissant au phosphore, au potassium et à la matière organique. C'est une formule simple qui changera votre approche du jardinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos secrets de printemps. Et maintenant, une question pour vous. Avec quoi nourrissez-vous votre potager en automne? Partagez vos recettes éprouvées et vos astuces dans les commentaires. Échangeons nos expériences.